presque fini. Voilà. Je mélange du curry et du ketchup. C'est pour faire du currywurst une spécialité allemande. Enfin, une spécialité. De la saucisse, quoi. Et j'aime particulièrement le faire ici. Regardez. C'est un peu gênant parce que d'habitude, c'est un truc assez personnel. Mais bon, puisque vous êtes là, vidéo. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Cogiteur. Avant qu'on démarre, comme d'habitude, le bouton s'abonner, la cloche. Oui, je le dis en début parce que si je le dis pas en début, vous le faites pas. Et puisque vous y êtes, allez regarder les réseaux sociaux en description également. 1969 est une année riche en événements. Par exemple, le 21 juillet, l'équipage de la fusée Apollo 11 réussit l'exploit de se poser sur la Lune. Et ceux qui disent que cela n'est jamais arrivé, comment alors est-ce qu'on saurait que la Terre est plate et que c'est une tortue avec 2 éléphants sur son dos qui nous déplace? Ouais, mais faut réfléchir un peu. Réfléchir. Dans un autre registre, l'été de cette même année verra se dérouler le très célèbre festival de Woodstock où des centaines de milliers de hippies iront se rouler dans la boue et leurs excréments. C'est pas une blague, la météo était terrible, les organisateurs attendaient 50 000 personnes et il y en a eu 500 000 avec seulement 1500 toilettes. Alors, une grande partie des spectateurs a été raisonnable et s'est dit qu'ils allaient rentrer chez eux pour des raisons d'hygiène et de sécurité. Ah, vous y avez cru? Non, ils ont chié par terre directement. Mais rassurez-vous, la France n'est pas en reste. Quelque part non loin de Montpellier, un employé d'Air France tombe sur un avis de recherche. Son souffle se coupe lorsqu'il comprend que ce visage ne lui est pas inconnu. Et il est sûr de lui. En bonne poucave qu'il est, il contacte la police. Sûrement un mauvais réflexe avec ce qu'il s'est passé quelques années auparavant. Bref, cet appel qui peut paraître insignifiant permet aux forces de l'ordre françaises de mettre la main sur un jeune homme d'à peine 21 ans, mais qui est recherché dans 26 pays du monde et dans 50 États américains pour avoir produit plus de 2,5 millions de dollars de faux chèques, ce qui est une somme astronomique à l'époque, parce que cela représente aujourd'hui plus de 20 millions de dollars. Pourquoi je m'emmerde à faire des vidéos YouTube? Tu couperas ça au montage, s'il te plaît, Moreau? Non. Et ce jeune homme, c'est Frank Abagnale. Son nom ne vous dit rien? Pourtant, Steven Spielberg lui-même adaptera l'histoire de cet adolescent américain dans un film d'anthologie porté par l'excellent Leonardo DiCaprio, Arrête-moi si tu peux. Je viens de spoil là, non? Remontons un peu plus le fil du temps pour rencontrer Frank Abagnale avant que sa vie devienne une folle épopée. Frank Abagnale, né aux États-Unis le 27 avril 1948 dans le quartier du Bronx à New York. Oui, ça commence mal. Parce que c'est un coin de la ville qui n'est pas spécialement... c'est la zone, quoi. Il est entouré de ses 3 frères et sœurs, son père et sa mère qui est française. Ça expliquera beaucoup de choses, vous verrez. Et sa vie est relativement banale en tout cas, jusqu'à ce que ses parents décident brusquement de se séparer et de divorcer. Il a alors 16 ans, mais cette épreuve est tellement difficile pour lui qu'il décide de s'enfuir du domicile de son père. Mais le voilà à la rue seul dans New York, sa priorité devient donc de trouver un travail et vite. Il profite du fait qu'il paraisse bien plus âgé pour dire à tout le monde qu'il a en fait 26 ans, ce qui lui permet d'enchaîner quelques petits boulots. Nettement sous-payé. Bon, visiblement, on était quand même très naïf du côté des employeurs aux États-Unis dans les années 50. Le problème pour Frank est qu'il est quasiment impossible pour lui de vivre avec si peu d'argent. Bien loin de se laisser abattre par cette réalité, Frank décide de prendre le taureau par les couilles. Par les cornes. Par les cornes, oui. Ouais, ça me paraissait bizarre aussi. Et il commence à faire de faux chèques avec le compte bancaire que son père lui avait ouvert quelques années auparavant. L'escroquerie fonctionne jusqu'à ce que le nombre de chèques émis vienne titiller les oreilles de la police qui se met à sa recherche. Frank comprend qu'avec toute la volaille sur le dos, le mieux à faire est de quitter la ville. Et c'est à cet instant précis que débute toute son histoire. Tandis qu'il cherche à fuir New York, il aperçoit un pilote de ligne bien portant tiré à 4 épingles ainsi que son équipage entrer dans un hôtel luxueux. Frank, ce génie, a une illumination. C'est le métier parfait. En plus de voyager partout dans le monde et faire le tour de la planète, il pourra être logé gratuitement dans les hôtels. C'est décidé, il sera pilote de ligne. Ah oui, mais attendez, il y a un problème. Comment faire à seulement 16 ans, sans diplôme, ni formation, ni compte CPF? Cette question, Frank ne se la pose pas bien longtemps. En réalité, il se la pose même pas du tout, parce qu'il a déjà un plan en tête et il va se créer une toute nouvelle identité. Et pour sa tenue de pilote de ligne alors?
Bah aucun problème. Avec son bagou et son assurance naturelle, il n'a qu'un coup de fil à passer à la Pan Am Airlines pour dire qu'il est un pilote de ligne de Los Angeles qui a perdu sa tenue. Et le voici chez le fournisseur officiel des uniformes de pilote de ligne de la compagnie, et il en ressort avec un tout neuf. Et la licence de pilote de ligne? Rien de plus simple, une fausse carte, un logo de la compagnie qu'il a récupéré sur une réplique d'avion qu'il trouve dans un magasin de jouets, et c'est réglé. Non mais c'est tellement gros, c'est impossible de croire que ça va passer. Eh bah si, ça passe. À 16 ans, Frank Abagnale berne tout le monde. Il fait avaler qu'il est un pilote expérimenté et qu'il a 8 ans de vol dans les pattes. Et là, vous vous demandez certainement comment est-ce qu'il a fait pour éviter d'entrer dans un cockpit d'avion parce qu'à seulement 16 ans, il n'a jamais manié un manche. Bah il ne va pas éviter. Il est timbré, mais il n'a pas froid aux yeux manifestement. Il est obligé de voler, mais il réussira à mentir suffisamment pour n'avoir rien à faire étant seulement copilote. S'il y a des copilotes qui nous regardent, bien joué le poste. Sauf qu'un jour, un pilote insiste pour qu'il prenne les commandes d'un Boeing 707. Et là, il est foutu. Bah, l'autre va voir qu'il est aussi à l'aise qu'un youtubeur dans un vrai travail. Et pourtant, il va s'en sortir. Parce que de justesse, Frank enclenche le pilote automatique et le vrai pilote n'y voit que du feu. Alors là, honnêtement, je sais pas si on doit féliciter Franky ou si on doit s'inquiéter qu'un pilote expérimenté ne remarque pas que le pilote automatique est enclenché. Enfin, même de base, devrait pas y avoir un gamin de 16 ans dans le cockpit, c'est ce qui expliquera certainement des événements qui arriveront plus tard. Mais il faut bien le reconnaître, Frank Abagnale Jr. réussit un véritable tour de force en bluffant tous les équipages avec lesquels il navigue. Frank mange, dort et voyage, tout ça aux frais de la compagnie aérienne. D'ailleurs, la Pan Am Airlines estime qu'entre ses 16 et 18 ans, il a volé en toute illégalité sur une distance de plus d'1 million de kilomètres, sur 250 vols et a traversé plus de 26 pays. Franchement, c'est à se demander s'ils en avaient quelque chose à foutre. Frank continue d'émettre des chèques au nom de la Pan Am sans être inquiété le moins du monde et récolte un joli pactole. Parce qu'à cette époque, les chèques encaissés étaient directement remboursés en liquide. Mais forcément, un jour, les choses finissent par se compliquer, notamment lorsque l'un de ses collègues affirme qu'il n'est pas un pilote de ligne professionnel. Ah bah ça va, y a pas qu'en France qu'on balance finalement, c'est rassurant un peu. Alors, il est emmené au bureau du shérif pour être entendu. Et c'est certainement ce qu'il faut éviter avec Frank Abagnale, qu'il parle. Parce qu'il parvient à s'en sortir avec un coup de bluff phénoménal. On lui demande d'appeler l'un de ses supérieurs pour qu'il confirme qu'il soit bel et bien un pilote. Frank Abagnale va appeler effectivement des pilotes, mais d'autres compagnies avec qui il avait déjà volé en tant que pilote invité. Et ceux-ci vont dire que oui, il était présent avec eux, mais c'est tout. Ils ne vont pas confirmer qu'il est pilote de ligne ou non. Et ça suffit. Frank Abagnale s'en sort. Mais il va y avoir quelqu'un de compétent à un moment donné ou comment ça se passe? Parce que même si on est dans les années 50 ou 60, demander directement à l'un des supérieurs de la Pan Am Airlines sans passer par celui que vous suspectez, ça doit pas être difficile, non? Quoi qu'il en soit, l'expérience lui sert de leçon et il prend la poudre d'escampette. Nouvelle identité, nouvelle ville, nouveau métier, celui qui se fait désormais appeler Frank Williams est à présent un pédiatre, voilà. Ils sont incapables de le repérer en tant que pilote de ligne, alors pédiatre c'est peine perdue, je vous le dis. Frank fait comme d'habitude, il falsifie ses diplômes et se lie d'amitié avec l'un des médecins de l'hôpital qui appuiera sa candidature. Bingo, Frank est embauché pour remplacer le surveillant des internes de l'établissement. C'est fou quand même, je veux dire, il a autant de notions en pédiatrie qu'un cheval, comment ça passe? Mais vient un jour où on lui demande un diagnostic pour un bébé en train de s'asphyxier. Ah, il l'avait pas vu venir celle-là. Dépassé, en panique, Abagnale invoque une urgence familiale pour quitter l'hôpital et ne plus jamais y remettre les pieds. Est-ce que cet incident va enfin permettre à Frank de réfléchir et mettre un terme à sa vie d'escroc? Certainement pas. Il met les voiles en direction d'un nouvel état et décide de s'installer en Louisiane où il fréquentera une femme. Là, il se fait appeler Robert Conrad et une nouvelle lubie lui prend puisqu'il décide d'intégrer un cabinet d'avocats. En vrai, là, il se rapproche quand même plus de ses réelles capacités d'escroc. Regardez Dupond-Moretti, hein, il est passé d'avocat à politique. C'est pas une preuve, ça? Alors, quelle est la première étape pour y parvenir? Vous commencez à le connaître, se crée un faux diplôme. Ni une ni deux, voici Frank diplômé de la prestigieuse université d'Harvard, rien que ça.
Et à l'âge de 19 ans seulement, après avoir potassé tous les bouquins de droit de la bibliothèque de la ville de Bâton Rouge, où il a élu domicile, il réussit l'examen du barreau de Louisiane, ce qui lui offre un poste d'adjoint au bureau du procureur, ce qui est quand même fou. Bien que, comme il le confie dans son autobiographie, son rôle se cantonnait principalement à faire le café. Mais cette nouvelle ville lui plaît et Frank, enfin Robert, commence à s'investir dans diverses associations et à siéger dans divers comités associatifs. Malheureusement pour lui, tout le monde n'est pas aussi crédule et n'avale pas ses paroles. Oui, parce que il est assez fier de raconter qu'il est un ancien pilote de ligne, reconverti en pédiatre, devenu avocat. C'est ça le petit problème de Frank, c'est sa grande gueule. Et c'est justement dans l'un de ces comités associatifs que Frank rencontre un ancien diplômé d'Harvard, qui commence naturellement à lui poser des questions sur les matières qu'il a étudiées, les professeurs qu'il avait, ce genre de choses. Parce qu'Harvard, c'est un peu comme une secte consanguine, un peu comme la reine alien là, qui pond tous les œufs, c'est dégueulasse. Bah voilà, c'est ça Harvard. Et il paye 300 000 $ l'année pour ça. Pour étudier à Harvard, hein, pas pour être pondu par la reine alien. Bref, Frank comprend que le poteau rose est à 2 doigts d'être découvert, et donc il va faire ce pourquoi il est le plus doué, s'évaporer dans la nature. Il décide cette fois-ci de se rendre dans l'Utah, et vous allez voir que contrairement à ce que l'on pourrait penser, Frank ne va pas se faire discret du tout. Il lit le journal et tombe sur une annonce qui a été publiée par l'Université de l'Utah et qui explique qu'elle est en train de rechercher des nouveaux professeurs. Ben voilà, Frank a les yeux qui brillent, il se rend directement à l'université où il va rencontrer le doyen, à qui il fait forte impression évidemment. Armé de ses diplômes falsifiés, il annonce le plus naturellement du monde qu'il est professeur de sociologie et que les postes là, bah ça l'intéresse. Vont-ils vérifier ses références? Non. Va-t-il leur mettre profonde? Oui. Frank est engagé pour un remplacement, il bouffe tous les bouquins de sociologie qu'il trouve, et le voilà devant un amphithéâtre d'étudiants prêts à enseigner, alors qu'il n'est même jamais allé à l'université lui-même. Frank se contente de suivre ce qui est inscrit dans le manuel, simplement en prenant soin, d'après ses propres termes, d'avoir toujours un chapitre d'avance sur ses élèves, et comme ça, personne ne peut le confondre comme un usurpateur en fuite. Après avoir donné quelques cours, il repartira même avec les félicitations du doyen. Pardonnez-moi, hein, mais le métier de professeur de sociologie vient d'en prendre un coup là. Ça doit faire mal d'avoir fait un bac+5 quand on entend ça. Et comme je viens de le mentionner, Frank est recherché par la police pour de nombreux chefs d'inculpation, dont la fraude. Oui, il a quand même laissé de nombreux chèques en bois aux 4 coins des États-Unis, et à ce moment-là, il se dit que ouais, ça pourrait être intelligent de quitter le pays et il envisage de se rendre en Europe. Après avoir tranquillement visité plusieurs nations du vieux continent, il décide de s'installer dans le sud de la France, là où sa mère a grandi. Mais pas question de changer les bonnes habitudes, Frank se fait passer pour un artiste américain du nom de Frank Monjo, mais la chance ça va 2 minutes, hein, parce qu'il est finalement reconnu par cet employé d'Air France qui va le balancer. Frank Abagnale Jr. est arrêté et d'abord incarcéré en France, mais il y a 12 pays qui réclament sa tête. Il sera donc envoyé en Suède puis aux États-Unis pour purger sa peine, mais l'histoire ne s'arrête pas là. La prison, c'est hors de question. Frank a encore de la ressource et il va s'en servir pour s'échapper de l'avion qui vient d'atterrir sur le tarmac. Il va démonter les toilettes et sauter justement sur le sol qui est 3 mètres plus bas pour s'échapper. Non mais franchement, c'est un génie. Donnez-lui l'immunité. En pleine nuit, il se met à courir, saute la clôture de l'aéroport, prend un taxi pour se rendre dans le Bronx où il va changer de vêtements. Puis Frank organise sa fuite vers le Brésil. À ce moment-là, c'est un pays qui n'a pas passé d'accord d'extradition avec les États-Unis. Manque de peau, il est intercepté durant sa cavale et il écope finalement d'une peine d'emprisonnement de 12 ans à purger au sein de l'établissement fédéral de Petersburg en 1971. Tandis qu'il n'a effectué que 5 ans sur la totalité de sa peine, un agent du FBI, Joseph Shea, intervient et lui octroie une libération conditionnelle. Une seule raison à cela, utiliser les talents de Frank au profit de la justice. Le deal est simple, si Frank aide à combattre la fraude par chèque, il reste libre. Le plus grand escroc des États-Unis signe donc un accord avec le FBI. Et finalement, cette expérience va totalement lui servir, puisque c'est fini les fraudes, c'est fini les faux chèques, les fausses identités. Frank va créer sa propre entreprise, Abagnale & Associates,
Évidemment, elle est légale et elle est spécialisée, je vous laisse le deviner, et oui, en plein dans le mille, contre la fraude. Comme quoi ce cher Frank a toujours de la suite dans les idées, et c'est bien pensé parce que son affaire va très bien tourner, au point qu'il va devenir millionnaire grâce à Abagnale & Associates. Aujourd'hui parfaitement en règle, millionnaire, marié et père de 3 enfants, Frank Abagnale Jr. poursuit sa vie, il donne des séminaires un peu partout, continue ponctuellement de conseiller le FBI, et finalement cette histoire finit plutôt bien somme toute. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner en activant la cloche et tout ça. Je vous remercie de m'avoir regardé, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode, à plus.